Buongiorno bianconeri et bianconere. Aujourd'hui, on va enfin faire ce petit récap de mercato. On est au 10 janvier, donc pratiquement un tiers du mois de janvier est passé, le mois consacré au mercato de rattrapage. Mais à la Juventus, il n'y a pas encore de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et j'ai décidé d'intituler cette vidéo Mission Impossible x2 parce que c'est pas uniquement la Mission Impossible sur le terrain, le fait de vraiment avoir un mois assez compliqué. Déjà, la Supercoppa italienne qui s'est soldée par un seul match disputé sur deux, ça aurait pu être la finale, mais la seule bonne nouvelle, entre guillemets, d'être sorti avec le Milan, c'est qu'on a pu se concentrer une semaine entière à l'entraînement vis-à-vis du derby qui se disputera demain. Bonne nouvelle qui nous fait pleurer avec un seul œil, on dit en Italie. Et puis, tous les autres matchs du mois de janvier, compliqués, les deux matchs déjà en Champions League. On s'est facilité cette Champions League grâce à la victoire totalement inespérée, peut-être contre Manchester City. Inespérée, je parle au début de saison. Et puis, tous les big matchs, pratiquement. Napoli, Milan, Atalanta, dans ce mois de janvier. Milan, ça va être pratiquement un derby fratricide, dans le vrai derby d'Italie, avec nos cousins milanistes qui pratiquement soit les remettra dans la course pour la Champions League, soit fera rester la situation telle quelle, soit donnera un petit avantage à Juventus, peut-être un espoir de rattrapage. Bref, le mois est intense, mais le deuxième gros défi, donc la deuxième Mission Impossible de ce mois de janvier, est bien entendu le mercato. Donc, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Vous pouvez aussi activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant de tous les prochains lives. On se voit bien entendu en live demain par rapport au derby. Mais déjà, parlons du mercato. Donc, ça fait un moment que je vous avais promis un petit récap. En ce moment, vous le savez, avec le bébé, j'ai vraiment pas le temps de faire des vidéos. Mais au moins, je voulais, voilà, vous faire un peu l'historique de comment on y arrive. L'historique part déjà de cet été. Parce que cet été, on a eu déjà 13 mouvements dans la première équipe. Plus 2 qui venaient de la Next Gen et qui ont agrégé la première équipe. Je parle bien entendu de Bangula et Savona, ce qui fait déjà un mercato d'été très chargé. Donc c'est déjà énorme ce qu'on a réussi à faire en été d'un point de vue vraiment de changement de cap pour fournir à Thiago Motta une équipe qui comble ses attentes d'un point de vue tactique. On a eu des grosses sorties, je pense à Chiesa bien entendu, mais aussi Rabiot, des joueurs qui étaient quelque part centrales, que ce soit d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue du projet technique. On a eu des grosses arrivées, notamment au milieu de terrain, avec le maxi investissement de 50 millions pour Douglas Luiz, 55 plus bonus pour Cobb Mainers. Thuram, on l'a eu à 18 millions, voilà, petit prix de solde pour le français. On a eu Conceição en prêt et le rachat devrait être activé par la Juventus. Je pense que dès qu'elle a on disait fin décembre, mais je pense que dès le mois de janvier, ce sera terminé et qu'on aura peaufiné le reste de notre mercato hivernal. On pourra se concentrer sur ces questions-là, rachat de Conceição, rachat de Kalulu, peut-être éventuellement un renouvellement de Vlahovic, même si j'y crois pas du tout. On le verra en fin de vidéo. Voilà, donc déjà un été à mercato conséquent, et j'avais besoin d'en parler de ça, puisque maintenant, avec les blessures de Kalulu, Bremer, Cabal, Milik en début de saison, et peut-être ça a été vraiment le seul grain de beauté sur un mercato autrement de très haut niveau, ça a été vraiment ça. De sous-estimer la tenue physique de Milik et de lui accorder une place en première équipe sans penser forcément à un renouvellement avec un jeune attaquant, peut-être garder Moïse Kean qu'on a vraiment vendu au rabais à la Fiorentina. Voilà, peut-être la seule chose qu'on aurait pu mieux faire cet été,
ça aurait été se couvrir un peu plus en attaque. Donc on le sait, les blessures, je compte aussi dans le lot un peu comme Mainers au début et Nico Gonzalez, ne nous ont pas souri. Mais si la Juventus arrive, et c'est ça la mission impossible, à faire entrer 2 défenseurs et un attaquant, c'est ça vraiment l'objectif plus ou moins déclaré de la dirigeance de la Juve, alors ça sera vraiment, je pense, dans l'histoire du football italien, le plus gros mercato, la plus grosse révolution en termes d'effectifs et d'entraîneurs aussi, qu'une équipe n'ait jamais vécue. Oh, la défense, c'est vraiment le point de doléance. On va parler de l'attaque après, peu après. Mais vraiment, la défense, je vous disais, avec la sortie par blessure grave, ligament croisé pour Bremer et Cabal, c'est vraiment notre point de doléance parce que ça nous oblige à utiliser Cambiasso des 2 côtés, avec Kalulu qui est diroté, disons, de son rôle qui serait terzino droit pour le mettre au milieu. Enfin voilà, ça nous met vraiment dans la Moïse et il suffit, comme dans ces derniers matchs, que Cambiaso ne soit pas disponible. Est-ce qu'il est vraiment pas disponible ou alors il paye, disons, les 2 grosses erreurs contre Lecce et Fiorentina? Je ne saurais dire. Mais il suffit que quelqu'un attrape un petit rhume et c'est toujours les mêmes qui jouent en défense. Aujourd'hui, on a toujours la même défense. Gatti Kalulu au milieu, Savona à gauche et Cambiaso ou même dernièrement McKennie à gauche. Autant dire que plus ils jouent, plus ils se fatiguent, plus ils sont à risque de blessures eux aussi. Donc vraiment, la couverte est très très courte en défense. Pour pallier à cela, l'objectif principal et celui qui vraiment correspond le mieux à Thiago Motta, c'est Anchko. Ancienne connaissance du football italien qui évolue actuellement au Feyenoord et dont le Feyenoord sait qu'il devra se séparer si ça n'est en hiver, au moins en été, mais ils essayent de tirer la corde encore un peu puisque le Feyenoord va disputer encore 2 matchs en Champions League, tout comme nous, et peut-être qu'ils comptent encore sur le joueur pour avoir un placement un peu meilleur, peut-être qui sait se qualifier, il ne serait-ce que pour les playoffs. Donc la situation Anchko qui est la table est mise, hein, tout est prêt presque. Il manque vraiment l'accord final avec le Feyenoord. Risque de ne pas se débloquer si ça n'est en fin de mois, une fois que les 2 matchs de Champions League seront passés. Donc autant dire qu'il ne faut pas compter sur Anchko pour nous aider dans cette période de trouble du mois de janvier qui va décider en quelque sorte la saison de la Juventus. Est-ce qu'on va réussir à rester là pour la 4e place? Est-ce que par un miracle absurde on pourra remonter en haut du classement si les autres se font aspirer par le bas? C'est vraiment beaucoup de points d'interrogation. On a 3 confrontations directes en Serie A. Et voilà, il faut juste en sortir indemne en attendant la fin du mercato pour pouvoir un peu récupérer des forces. Donc on a dit, Anchko, c'est vraiment congelé. L'autre objectif qui a poussé dans ces mois-ci, là je vous fais un peu l'historique, après on va voir aujourd'hui où on en est, c'est celui de Antonio Silva du Benfica. Joueur qui a une certaine aura autour de lui. Jorge Mendes, son agent, il y a quelques semaines, avait mis aussi un coup de pied dans la fourmière, déclarant que Antonio Silva voulait partir du Benfica et que Juventus c'était sa première option, chose qui n'a pas dû énormément plaire au Benfica, et même s'il ne joue pas, aujourd'hui le Benfica s'entête à le garder. Il a une clause de rachat de roulement de tambour 100 millions, comme si on allait vraiment débourser 100 millions, mais estime le coût du joueur aux alentours de 50. Bien entendu, la Juve ne peut guère se permettre de payer 50 millions dans un mercato d'hiver pour un défenseur. Le seul budget consacré, ça serait une trentaine de millions éventuellement pour Anchko. Donc nous aussi, on est obligé à temporiser et à espérer que le Benfica, qui a aussi 2 matchs à disputer, dont un contre nous-mêmes, décide à faire le pas. Donc peut-être aussi encore une situation qui se résolvera une fois la phase de Champions League terminée. Oh, il est moment de parler d'un joueur qui a été dans le collimateur et vraiment à 2 doigts de signer pour la Juventus, mais ça ne s'est pas fait. Je parle bien entendu de Tomori,
lui aussi, tout était prêt. Il y avait l'accord avec le joueur, il y avait l'accord avec le Milan. On allait, nous et le Milan, partir tous pour Riyad. Limite, je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait un pré-contrat? Parce que le Milan, la semaine juste avant, pré-contrat avec le Milan, hein, pas avec le joueur, décide de changer d'entraîneur, donc Saccan Fonseca, et accueillant Sergio Conceição, et ben, c'est là que Tomori reprend une place centrale, comme quoi dans le mercato tout peut changer en 24 heures, et aujourd'hui, il s'éloigne, je pense, définitivement des idées mercato de la Juve, parce que Conceição veut en faire une pièce maîtresse de sa défense, de son équipe, et donc on a perdu vraiment une bonne occasion. Je pense qu'on était vraiment à quelques heures. Si le Milan avait décidé de garder Fonseca encore pour la Supercoppa italiana, ça aurait pu se faire, mais faute de constater qu'ils ont fait le bon choix, puisque le Milan a empoché, même à notre plus grand désespoir, le premier trophée de leur saison. Pour la défense, il reste des options. Il y a toujours Ismaili, qu'on pourrait prendre, mais je pense que la Juventus attend de voir si on peut prendre un profil un peu meilleur. Et j'avais aussi entendu parler, restant l'hypothèse de Sergio Ramos, mais à laquelle franchement je ne crois pas beaucoup, vu l'âge du joueur. Je ne mets même pas en discussion son gabarit, je mets vraiment en discussion le fait de faire une opération avec un coût très onéreux qui nous couvrirait certes peut-être pour les 6 mois, et encore on va savoir avec l'âge, hein. Mais voilà, je pense qu'il faut toujours vous en parler. Au milieu de terrain, il n'y a pas de rentrée prévue, mais il y a peut-être potentiellement des sorties. Nicolo Fagioli pourrait être un bon moyen de monétiser, sachant qu'il nous vient de la next-gen à pratiquement un coût résiduel au bilan totalement nul, ça pourrait être que de la plus-value. Son coût pourrait aller dans la meilleure des hypothèses, 25 millions, mais je pense plutôt une vingtaine. Et il est vrai que à part un match extraordinaire contre les Lipsia, cette saison pour Nicolo Fagioli était vraiment décevante. À voir si ça a quelque chose à voir avec le documentaire Fragile qui reparcourt l'histoire de sa dépendance au jeu d'hasard. Est-ce que il a peut-être pas trop aimé ça, il n'a pas trouvé d'alchimie avec Motta, peut-être un mélange de deux. Dans tous les cas, vous l'avez vu dans les dernières fois, dans les derniers lives qu'on a fait ensemble, quand un joueur de ce niveau te joue seulement les 5 dernières minutes et en plus toujours à faire des passes en arrière ou alors en se retournant pendant qu'un joueur est en train de lui passer le ballon, faisant repartir l'équipe adversaire, c'est que la dette n'est plus là et donc il faut à tout prix monétiser. Sur lui, Napoli mais aussi Olympique Marseille. Je pense qu'en ce moment, c'est pas la priorité, mais si on veut avoir un petit trésor caché afin de faire un effort supplémentaire pour le défenseur, je pense que Nicolo Fagioli serait une sortie dont on ne doit pas se priver. Il y a aussi l'énigme Douglas Luiz, et je vous dis dès maintenant, si demain le derby contre le Torino, Douglas Luiz ne joue pas titulaire, très honnêtement, ça veut dire qu'ils vont le céder. J'en suis presque certain. C'est un joueur que c'est dommage, on n'a pas vu beaucoup sur le terrain. Je pense qu'il aurait dû bénéficier d'un peu plus de confiance. Il nous avait fait prendre 2 pénaltys de suite. Le premier contre le Stuttgart, si je ne me trompe pas, dites-moi. Non, pas contre le Stuttgart, ils ont fait 2 buts sur action en Champions League. Et après, juste quelques jours après, en la Serie A, et je pense que Thiago Motta a été injuste avec lui dans le sens où il n'a pas fait forcément si mal que ça, alors que pratiquement comme Mainers, il peut faire toutes les bêtises du monde et toutes les mauvaises prestations du monde, Thiago ne la lève jamais. Donc je me demande pourquoi c'est 2 poids 2 mesures. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous ne savons pas par rapport à l'attitude de Douglas Luiz dans les vestiaires? Dans tous les cas, la Juventus pourrait éventuellement s'en séparer. À la fenêtre, Manchester United, à la fenêtre aussi, qu'est-ce que j'ai entendu? Newcastle, pardon, et un énorme hypothèse, ça serait le retour à l'Aston Villa. Je me demande très sincèrement, et j'ai pas eu la réponse par mes amis qui font du mercato, est-ce que ça veut dire aussi que Alice Schaleman quitte la Juventus Women? Bon, probablement, ou alors elle a été charmée par McKennie et elle va rester, j'en sais rien. Bon, petite blague à part pour McKennie.
Mais dans tous les cas, c'est aussi une hypothèse hein, que Douglas Luiz quitte la Juventus. Et comme dit, s'il ne joue pas demain, à mon avis, ça va être ça. Cela étant dit, s'il y en a deux qui sortent, il devrait y avoir au moins un qui rentre, sachant qu'on a aussi Adzic et McKennie en remplaçant. Côté attaque, alors, on a parlé de la mauvaise clairvoyance de Giuntoli par rapport à la situation Milik. C'est vrai qu'ils avaient pris Nico Gonzalez qui, dans l'esprit de Thiago Motta, pouvait éventuellement jouer le rôle de falso 9, mais à chaque fois qu'on l'a vu, dont le dernier match contre le Milan, à chaque fois que ça se passe, on baisse notre barycentre de 20-30 mètres et ça va pas du tout. Weah pouvait faire la doublure de Vlahovic. C'est vrai que pour ce qui me concerne, des fois, il fait même des meilleurs mouvements. Il attaque encore mieux que Vlahovic le premier poteau sur les galopades de Conceição. Et il a même fait 2-3 buts comme ça. Mais c'est vrai qu'un avant-centre, et pas forcément avec les mêmes caractéristiques de Dusan Vlahovic, pourrait arriver dans la personne de Joshua Zirkzee. Or, maintenant, là aussi, une autre grosse parenthèse s'ouvre parce qu'on parle aussi beaucoup de la sortie de Dusan Vlahovic lui-même. Et là, encore une fois, les gars, si Vlahovic sort, ça veut dire que tu dois faire non pas seulement un attaquant, mais bien deux. Et les choses commencent vraiment à être corsées. Je vous disais en début de vidéo, si on fait les trois, ça fait le plus grand mercato de l'histoire du football italien. Alors qu'est-ce que ça fait si en plus de ça, tu dois aller chercher un avant-centre de perspective aussi pour ton projet. Donc pas quelqu'un qui va rester 6 mois, mais potentiellement au moins de 3 ans. Zirkzee est dans le collimateur. Il y a aussi énormément, dans ces derniers jours, la piste Kolo Muani qui se chauffe. Alors, moi j'ai entendu des tifosi du PSG l'appeler Kolo Moisi. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais c'est clair que le prix où il a été acheté par le PSG aujourd'hui ne reflète sûrement pas sa stature au niveau international. Et aujourd'hui, ils en demandent quand même 60 millions. Nous, on vise toujours le prêt avec option d'achat, option non pas obligation. Mais ça me semble compliqué. Et puis, qu'est-ce qu'on en ferait de Kolo Muani? Je veux dire, c'est pas du tout, mais alors, pas du, moi, je le vois un peu comme Weah au niveau de les caractéristiques. Et je répète, je le connais pas beaucoup. Donc, soit tu prends effectivement un avant-centre avec des caractéristiques qui conviennent totalement à Thiago Motta comme Joshua Zirkzee, qui n'est pas un goleador, mais qui est quelqu'un qui fait un travail excellent de construction de la manœuvre offensive pour, au contraire, permettre aux Mezzala de s'insérer et d'aller marquer, soit tu vas prendre un avant-centre vieille école, on va dire, et Kolo Muani, à mon sens, n'en est pas un. Mais donnez-moi votre avis plutôt, parce que je vous le conseille sûrement mieux que moi, sur Kolo Muani. Est-ce que j'ai tout dit? Mais bien entendu que non. J'ai oublié Araujo, qui est la piste pratiquement principale pour la défense. Le Barça sera occupé encore ce week-end en Supercoupe, excusez-moi, espagnole aussi en Arabie Saoudite. Le joueur a commencé à vraiment intégrer le fait qu'il peut quitter le Barcelone. Avec la Juventus sur lui, il y a aussi une équipe de Premier qui est l'Arsenal. Mais, et ça vaut pour tous, hein, Zirkzee, mais surtout Kolo Muani et Araujo. Est-ce que tu vas privilégier le projet technique de la Juventus qui t'assure presque tout de suite une place de titulaire? Araujo, en ce moment, jouerait titulaire en défense, ainsi que je pense Kolo Muani vis-à-vis de la période très néfaste qui traverse Dusan Vlahovic. Et ça vaut pour Zirkzee aussi. Où est-ce que tu vas privilégier d'aller en première ligue, comme par exemple Araujo, mais dans une équipe comme l'Arsenal, où de toute façon les hiérarchies sont établies en défense et tu n'es pas sûr du tout de pouvoir te conquérir assez rapidement une place de titulaire? Je pense que ça, les joueurs y pensent très fort. Donc, en ce moment, très chaud Araujo, Kolo Muani, très chaud aussi, un peu moins Zirkzee, et assez tiède, on va dire,
l'option Anchko et Antonio Silva, pour lequel, je vous répète, il faudra sûrement attendre la fin du mois, voir si le Feyenoord et le Benfica, après les matchs de Champions League, décident de se débarrasser de ces deux profils, surtout le Benfica, parce que comme dit Antonio Silva, n'est pas titulaire et ça fait vraiment au moins 6-7 matchs qu'il n'a pas joué. On va voir ce qui va se passer d'ici la fin du mois. Nous, on se retrouve demain pour le live de Derby della Mole Torino-Juventus, pas à domicile pour nous. On va voir si la Juve a reçu le message qu'eux-mêmes ont écrit, ont gravé dans nos esprits, c'est-à-dire que c'est le moment ou jamais de se réveiller, parce que le mois, il est très difficile. 2 Mission Impossible pour ce mois de janvier, on les suivra ensemble. Abonnez-vous, like, commentaire, on se voit demain pour le match et forza Juve. Ciao.